Bonjour, je vous souhaite la bienvenue sur DailyFX pour cette première chronique psycho. Donc je m'appelle Caroline Domanine, je suis trader en fonds propres depuis environ 7 ans et je suis coach de trader sur la partie psychologique et comportementale et à ce titre je rédige le site neurotrading.fr. Et à partir d'aujourd'hui, tous les vendredis à 16h, c'est la chronique psycho pour vous aider à bien partir en week-end et j'espère être à la hauteur du vaste sujet qui va nous occuper. Alors, petite question donc organisationnelle, il semble qu'il y ait un léger décalage entre le moment où je parle et le moment où vous m'entendez, où vous voyez donc le défilement des slides. Il n'y a pas de souci puisque l'image marche bien avec le son. Et si vous ajoutez à ça le fait que j'ai une coordination main, œil, idée qui est assez masculine, c'est-à-dire que je ne suis pas pluridisciplinaire, tout ça pour dire que par rapport aux questions que vous pouvez avoir, je prendrai un temps à la fin de ma présentation pour y répondre du mieux que je peux. Autre question organisationnelle, pour donner un côté interactif à cette chronique, DailyFX a mis en place un espace de discussion où vous pouvez poser vos questions. Donc c'est sur le forum, dans la file de discussion, je crois que c'est les points de marché et vidéos éducatives. Et n'hésitez pas à y déposer vos questions parce que moi ça va me permettre de mieux orienter les sujets que je vais traiter les vendredis par rapport à vos besoins et ensuite je pourrai parfois donc répondre sur ce forum aux questions que vous pouvez avoir entre deux vendredis. Donc aujourd'hui nous allons parler de la patience. Alors vous voyez, la coordination main-œil commence, voilà. Lisez bien l'avertissement des dangers totalement délirants de notre activité de trader. Voilà, donc aujourd'hui on va parler de la patience, parce que c'est une question qui revient beaucoup et j'ai décidé de commencer donc cette chronique avec ce sujet-là. Et donc nous allons évidemment aussi parler de l'impatience et de l'impulsivité. Alors, j'aborderai donc dans cette présentation les causes de l'impatience en étant fidèle à mon modèle de lecture, donc en abordant différents niveaux de conscience. Ensuite, nous verrons les impacts de l'impatience concrètement sur votre trading. Et enfin, comment devenir plus patient en essayant de vous donner quelques pistes de travail tant psychologique, comportemental qu'opérationnel pour vous aider à gérer votre impatience et votre impulsivité. Mais avant toute chose, je tiens à faire une nuance qui me paraît importante entre l'impulsivité et l'impatience. J'aime les mots et j'aime les utiliser à bon escient et c'est pour ça que ce préambule me paraît nécessaire puisque l'impatience c'est avant tout un jugement de valeur. Un jugement de valeur qui en substance va dire voilà, je perds mon temps. Et donc c'est lié à un état d'esprit, à une personnalité et à une manière de voir la réalité de façon globale. On est de nature impatiente, c'est dans notre écologie personnelle où on est de nature patiente. Alors que l'impulsivité est beaucoup plus conjoncturelle puisque c'est une réaction de défense en l'occurrence qui va être inappropriée, surtout quand on fait du trading. Donc c'est une réaction de défense à une situation précise. Et donc l'impulsivité, c'est un comportement. Pourquoi je fais cette nuance ? C'est pas uniquement parce que j'aime jouer avec les mots, c'est aussi parce que ces deux aspects ne vont pas se traiter de la même manière puisqu'elles ont des causes qui sont différentes et c'est ce qu'on va commencer à voir immédiatement. Donc les causes de l'impatience. La première, c'est le stress ou l'angoisse. Donc pour ceux qui connaissent déjà un petit peu mon modèle, j'y reviens pendant 30 secondes pour que ceux qui ne le connaissent pas puissent suivre. On va dire qu'on a différents niveaux de conscience et on va comparer ça à un bâtiment où il y a plusieurs étages. Et donc au rez-de-chaussée, donc la partie la plus archaïque, la plus ancienne, on a le territoire reptilien qui est chargé de répondre à la question du danger. Est-ce que cette situation est dangereuse
ou pas. Et quand une situation est considérée comme dangereuse, à tort ou à raison d'ailleurs, eh bien on va avoir 3 réactions possibles qui sont la fuite. Donc concrètement c'est je pars en courant, je me casse en fait. On va avoir la lutte, qui va faire que l'individu va rentrer dans un combat. Donc pour simplifier on va dire je casse. Et l'inhibition. Donc la personne est complètement tétanisée, elle ne sait plus quoi faire, donc je suis cassée. Donc ça c'est pour vraiment de manière très résumée les réactions de stress. Et donc l'inaction peut être considérée par certaines personnes comme un état de vulnérabilité qui est absolument insupportable. Et ça, il va y avoir en fait globalement 2 phénomènes différents qui peuvent se produire. Le premier, c'est que l'attente est considérée en prenant un fort raccourci comme un danger. Lorsque j'attends, lorsque je n'agis pas, je suis en danger. Alors après, c'est pas forcément avec un danger concret, mais ça peut être aussi un danger par rapport à l'image que j'ai de moi-même, un danger de m'ennuyer. Voilà, j'associe ça, l'attente, à quelque chose de plus, encore plus fort que simplement une notion de désagréable. J'associe ça à quelque chose de dangereux de manière globale. Et donc le deuxième phénomène, c'est qu'il va y avoir réellement une perception de danger. Donc là, ce serait plus le cas quand on est déjà en position, et d'avoir du coup besoin d'action, puisque que ce soit la fuite, donc je me casse, ou la lutte, donc je casse, vont appeler des actions qui vont être spécifiques pour chacune. Je ne vais pas rentrer là-dedans aujourd'hui parce que c'est pas le cœur du sujet et sinon je vais partir dans tous les sens, mais il va donc y avoir un besoin d'action à cause du stress. Donc ce besoin d'agir va donner à l'individu l'impression qu'il avance, l'impression qu'il est actif, et à juste titre puisqu'il est actif. Par contre, est-ce qu'il l'est à bon escient? Ça c'est une autre question. Ensuite, ça va répondre aussi au besoin d'influer sur le cours des événements. Pardon. Et donc pour légitimer sa valeur en quelque sorte. Voilà, j'agis, j'existe. Et donc par rapport à cette notion de danger et de stress, en agissant et en prouvant donc de cette manière que j'existe, je fuis le danger d'une désertion identitaire en quelque sorte. Et donc le dernier point, le besoin de réagir en situation délicate pour se mettre en sécurité. Et donc le stress va engendrer un comportement impulsif. C'est pour ça que je faisais la nuance entre impatience et impulsivité, puisque l'impatience n'est pas directement liée au stress, mais c'est un comportement impulsif qui va en découler. Donc là, évidemment, les décisions qu'on peut prendre dans ce cadre-là, elles sont rarement rationnelles. Si on a un coup de chance, elles peuvent être adaptées à la situation, mais voilà, ça relève un petit peu du pur hasard. Donc on va monter d'un étage pour arriver sur le territoire paléolimbique avec une cause donc d'impatience qui est au niveau de l'instinct grégaire. Donc une fois de plus, rapide description de mon modèle. Donc l'être humain est un animal social. Donc à ce titre, il vit en groupe. Et pour vivre en groupe, il y a donc l'instinct grégaire qui a été développé au cours de l'évolution, c'était même pas de l'être humain, c'était du primate, pour qu'il trouve sa place dans le groupe. Et donc on va dire il y a 2 axes pour qu'il trouve cette place. Le premier, c'est la confiance en soi. Donc le niveau de droit par rapport au niveau de devoir. Donc soit instinctivement, j'ai beaucoup de droits et peu de devoirs, et je suis plus dans la dominance, soit j'ai beaucoup de devoirs et peu de droits et je suis plus dans la soumission. Donc ça c'est pour la confiance en soi. Et la confiance dans l'environnement, c'est l'environnement est hostile, l'environnement est dangereux, donc il faut faire attention, je vais être plus dans la marginalité, ou l'environnement est bienveillant, l'environnement est gentil et je vais être plus dans l'axialité. Dans cette question qui nous occupe aujourd'hui de la patience, je vais faire un petit peu le focus sur ceux qui vont avoir une forte dominance.
ou plus de dominance, c'est-à-dire qu'ils vont avoir plus de droits que de devoirs, et une fois de plus de manière très 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 instinctive, il n'y a rien de rationnel. L'instinct grégaire, c'est une couche d'évolution qui est hyper archaïque, et donc ça n'a absolument rien à voir avec nos choix rationnels ou notre analyse concrète et pragmatique de notre place dans un groupe. C'est vraiment quelque chose qui est profondément ancré, et c'est pour ça que les impacts sur nos comportements sont importants. Donc quelqu'un qui va avoir énormément de droits et peu de devoirs, instinctivement va se dire « j'ai le droit d'agir comme je veux ». Voilà, je fais ce que je veux, et puis si vous n'êtes pas content, globalement, bon, enfin voilà, je vais laisser 3 petits points de suspension. Donc pourquoi attendre ? C'est la question, à un moment donné, qui va se poser pour quelqu'un qui a plus de dominance. J'ai absolument pas besoin d'attendre, puisque j'ai tous les droits, quasiment, si on schématise. Donc ça, qu'est-ce que ça fait concrètement ? Ça fait que la personne va avoir une mauvaise évaluation de sa place dans le rapport de force avec le marché, puisque naturellement, dans la dominance, il va oublier un point qui est quand même assez fondamental en trading, c'est qu'on est tous soumis au marché, voilà, sans absolument aucune exception. Ensuite, l'autre corollaire immédiat, c'est qu'il va avoir naturellement besoin de conforter son niveau de droit, et donc il va être prédisposé à agir avec impulsivité. Et ensuite, quelqu'un qui a pas mal de dominance est souvent quelqu'un qui est aussi impatient. On va voir sur l'étage qui est juste au-dessus. Et enfin, cette dernière idée qui est évidemment que beaucoup de choses me sont dues absolument de manière instinctive, et donc il va développer cet état d'esprit d'impatient. Donc on va encore monter d'un étage pour arriver au territoire néolimbique qui est le siège de nos personnalités. Donc pour vous résumer de manière vraiment très globale, c'est tous nos goûts, nos motivations, ce qu'on fait avec plaisir, les choses qu'on supporte pas, les attitudes qui nous semblent être nécessaires pour obtenir un résultat ou pour correspondre aux valeurs et à l'image qui nous a été inculquée. Et donc, dans mon modèle, il y a donc 8 facettes de personnalité qui sont bien distinctes, et on va dire globalement que chaque individu en a 2 qui prédominent. Et donc, il y a 2 facettes de personnalité qui ont un rapport profondément ambivalent et compliqué avec cette notion de patience. C'est l'animateur et le compétiteur. Et j'ai noté à juste titre que ce sont souvent des impatients chroniques. Donc, je vais rapidement vous résumer ces 2 facettes. Donc, le compétiteur, c'est une personne qui a le goût de l'impossible. Quand on dit compétiteur, il ne faut pas se dire que c'est quelqu'un qui est en compétition avec le monde et qui veut être meilleur que les autres, mais c'est quelqu'un qui est en compétition avec lui-même, qui a le goût du challenge. Du coup, il a un rapport très, très étroit avec les notions de force, de liberté de penser, d'efficience. Voilà, il faut que ça booste, il faut que ça marche, et il faut que ça marche fort, il faut que ça marche loin. Voilà, donc ça c'est de manière très très résumée un petit peu l'identité du compétiteur. Et donc, évidemment, son goût de l'efficience vont avoir comme revers de médaille qu'il a besoin d'avoir des actions porteuses et qu'il a évidemment beaucoup de difficultés à attendre. Deuxième idée dans ce compétiteur, un espèce de dégoût ou vraiment de réactivité forte face à la notion de lenteur. Un compétiteur qui est en face par exemple de quelqu'un de très méticuleux, de perfectionniste, qui va prendre son temps, décortiquer les détails, pour lui, si quelqu'un qui est vraiment très compétiteur, c'est absolument insupportable. Il a beaucoup de difficultés avec ça, parce que pour lui, être lent, c'est être faible. Et du coup, dans ce refus de la faiblesse et de la lenteur, évidemment, le compétiteur a tendance à agir vite et pas forcément toujours pour le mieux.
Donc la deuxième facette, c'est l'animateur. Donc l'animateur, je vais vous le résumer aussi, c'est une facette de personnalité qui a un grand goût pour le mouvement, la liberté, le voyage. C'est une facette qui aime l'imprévu, qui aime la surprise. Et donc il va avoir beaucoup évidemment de difficultés avec la notion de routine. Voilà, j'ai noté faire tous les jours la même chose, c'est mourir un petit peu. Voilà, c'est vraiment une idée centrale pour l'animateur qui a besoin voilà, que ça bouge, qui a besoin de diversité. Et donc ces deux facettes de personnalité vont engendrer, alors bon, celui qui a les deux évidemment est encore plus exposé que celui qui en a une seule. Bref, mais c'est un état d'esprit de base qui dévalorise la patience, qui peut être considéré par le compétiteur comme de la faiblesse ou par l'animateur comme de l'ennui. Du coup, un trader qui va avoir une facette de personnalité, il peut avoir cette velléité d'être patient parce qu'il a lu plein de livres, parce qu'il a envie de réussir et parce qu'il a bien compris, hein, je veux dire, le gars il n'est pas complètement stupide, il a bien compris que être patient c'était nécessaire pour développer ses performances ou pour limiter ses pertes. Mais il a beau le savoir, il le sait à un autre niveau de conscience qui est encore le niveau supérieur, qui est au niveau préfrontal, donc il le sait dans tout ce qu'il a d'analytique et de rationnel. Et voilà, on abordera probablement ça dans une autre chronique, mais malheureusement, c'est rarement le préfrontal qui prend les décisions, et a fortiori en trading. Donc il a beau le savoir, eh bien ça l'aide pas forcément. Alors entre parenthèses, là depuis tout à l'heure, je le dis parce que je m'étais dit je vais faire comme si je ne l'ai pas vu et que ça ne me pose aucun problème, mais il y a une faute d'orthographe absolument énorme à personnalité. Voilà, je suis désolée, en fait j'ai un correcteur qui corrige automatiquement tout, mais à la base en anglais. Voilà, vous allez tout savoir. Du coup je me retrouve avec des slides qui sont absolument improbables au niveau de l'orthographe. Voilà, c'était une petite parenthèse. Non, tout ça pour dire que un seul N à personnalité, je l'ai vu, et puis 2 fois en plus. Bref. Donc, peu importe les impacts donc de l'impatience ou de l'impulsivité. Bon, on va commencer par le commencement, on va dire sur la préparation. Quand une personne décide de se mettre au trading, ou qu'elle doit préparer un système ou retravailler son système de travail, donc globalement dans la préparation. Donc j'ai noté l'impatient tombe en courant alors qu'il ne sait pas encore marcher. Donc il y a un petit peu de ça. Le problème avec quelqu'un qui est impatient, évidemment, c'est qu'il ne va pas suffisamment accorder de temps, d'énergie et probablement aussi de ressources dans la préparation, que ce soit sa préparation en termes de compétences, c'est-à-dire de devenir suffisamment compétent, en termes de choix de stratégie, en termes de choix de points d'entrée, enfin voilà, à tous les niveaux. Quelqu'un qui est impatient, évidemment, va avoir tendance à squeezer un peu toutes les étapes préparatoires. Et donc on va revenir donc à ces étages de conscience. Par rapport donc au territoire reptilien, donc sur le rapport au stress ou à l'angoisse, le gars va négliger sa préparation parce qu'il a besoin de se rassurer, en se confrontant vite au marché, en comprenant, je veux dire, en ayant vite la sensation que oui, je peux y arriver, oui, je peux être gagnant, donc et voilà, il va avoir tendance à vouloir rentrer sans être bien préparé. Ensuite, donc, au niveau de l'instinct grégaire, donc quelqu'un qui a beaucoup de dominance, il va avoir tendance à avoir une certaine mauvaise foi sur sa propre compétence. Oh là là, propre. Bon, voilà. Bref, il y a encore une coquille. J'essaierai de faire mieux les prochaines fois. Donc quelqu'un qui est dans la dominance, qui a beaucoup de droits, beaucoup de devoirs, évidemment il est compétent. C'est même pas une question d'ego, hein, c'est même pas une question de se dire que la personne est absolument à côté de la plaque, c'est juste que c'est un instinct qui est absolument très profond et très archaïque. Pardon. Donc au niveau des personnalités, le compétiteur, lui, il va avoir besoin d'action
et rapidement, hein, tout ce qui est préparation va avoir tendance à l'ennuyer, et l'animateur aussi s'ennuie dans l'apprentissage. Donc voilà, pour ces différentes raisons, il va avoir tendance à rentrer trop vite, à prendre des positions sur les marchés. Donc, impact suivant dans notre chronologie, donc on s'est préparé, donc maintenant c'est le moment de rentrer en position. Donc l'impatience va avoir aussi évidemment plusieurs conséquences. La première, c'est d'opérer sur des configurations de marché qui vont pas être conformes à ce qu'on attend par rapport à notre stratégie, que ce soit sur les horaires, sur la volatilité, sur la configuration graphique, sur le fait de ne pas faire attention qu'il y a des news, enfin voilà, pour plein de facteurs stratégiques qui peuvent être, enfin la liste peut être encore longue, mais globalement, avant même longtemps avant de rentrer en position, un impatient va avoir, on va dire, l'impulsion d'attendre un signal sur un marché alors que le marché ne lui offre pas une configuration propice pour y être. Et alors du coup, il va être d'autant plus en risque puisque comme il est impatient, évidemment, attendre le bon signal dans cette mauvaise configuration, ça va juste être absolument impossible. Ensuite, deuxième idée, c'est une mauvaise interprétation des indicateurs graphiques. Parce que le trader va voir ce qu'il a envie de voir. Donc j'ai noté phénomène des attracteurs ou phénomène des signes. Vous savez, c'est un petit peu comme... alors évidemment, j'ai suivi une formation, je digresse, une formation assez, je ne vais pas dire complète parce qu'elle se termine jamais, mais... Voilà, une formation assez longue sur différentes techniques de développement personnel parce que j'adore ça. Et donc, c'est une population qui est un petit peu ésotérique, vous voyez, qui est reliée au grand tout, à la terre-mère, à la méditation, enfin voilà, tout ce genre de trucs. Et donc, où il voit des signes, vous voyez, des signes du destin. Et alors, l'impatient, évidemment, va aussi voir, aussi pragmatique et peu connecté au grand tout puisse-t-il être, il va tendance à voir des signes là où il n'y en a pas dans ses indicateurs. Pourquoi ? Parce qu'il a envie de les voir. Voilà, c'est tout simplement pour ça. Donc il va rentrer évidemment sur des signaux qui sont approximatifs. Et donc à partir de là, quand un trader a un système de trading qui est assez calibré, mais qu'il rentre sur des signaux qui ne correspondent pas à son système, j'ai envie de dire pourquoi avoir un système si c'est pour rentrer au moment où le signal n'est pas bon. Voilà, 3 petits points. Et ensuite, donc au niveau de l'entrée en position, donc dernière idée, c'est évidemment une tension et de l'ennui dans l'attente. Et alors ça, c'est une idée qui est importante parce que c'est pas juste, je veux dire, le désagrément d'être sous tension ou de s'ennuyer pendant qu'on attend le bon signal. Le problème, il n'est pas là. Le problème, il est que pendant tout ce temps-là, vous entamez votre capital émotionnel. Et si la position part mal, que vous devez dans les minutes ou dans les heures qui suivent faire preuve de beaucoup de recul et de rationalité pour bien gérer une situation qui est considérée comme problématique, et bien toute cette tension et cet ennui que vous avez accumulé en attendant l'entrée en position, et bien c'est des ressources que vous n'avez plus au moment de gérer la crise. On continue dans notre chronologie, donc l'impact sur la gestion. Être impatient ou impulsif va vous rendre incapable de laisser courir une position conformément à votre plan de trading. Je veux dire, en coaching, combien j'ai vu de personnes qui ont une stratégie, que ce soit une stratégie d'entrée, un money management, une gestion qui sur le papier fonctionne, hein, mais qui ne peuvent pas laisser courir la position. Et alors là, je ne parle même pas de cette question de laisser courir les gains et couper les pertes, parce que ça, j'ai envie de dire, c'est propre à chaque système de trading. Ça va dépendre voilà, du ratio de trade gagnant, du risk-reward, donc bref, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais c'est juste de laisser courir la position, en gain comme en perte, sur notre question, peu importe aujourd'hui, mais conformément à votre plan. Et l'impatience, évidemment, rend ceci quasiment impossible.
Ensuite, eh bien, quelqu'un qui est impulsif aura tendance à augmenter son levier en cas de perte latente et à se surexposer en perte latente aussi ou après des trades perdants. Alors là, on est tous au calme, vous écoutez un webinaire, voilà, dans 1 heure et demie, c'est le week-end, donc voilà, on est tous tranquilles, mais vous l'avez tous connu, ce moment où vous êtes dans une situation qui est vraiment désagréable, où vous souffrez, je veux dire, mentalement, émotionnellement, physiquement, parce que vous perdez et que vous l'acceptez pas. Et alors, à ce moment-là, on a naturellement, instinctivement, cette merveilleuse idée qui est de se mettre encore plus dans la merde. Excusez-moi, j'utilise un mot grivois, mais quand on étudie ça, quand on prend conscience de ça, quand on est au calme, mais c'est tellement absurde. On est déjà dans une situation qui est pourrie, et la meilleure chose qu'on trouve à faire, c'est de creuser un petit peu plus notre tombe. Voilà. Et il n'y a pas que vous, hein, c'est tout le monde, hein, ça nous est arrivé, mais à tous. Hein. Le trader qui va vous dire « Ah non, moi, jamais je ne me suis surexposé sur un trade impulsif », soit il en a passé 3 dans sa vie, soit c'est un gros mytho. Voilà. Donc, l'impact au niveau de la gestion, de manière beaucoup plus globale, et pas forcément sur un trade, mais plus sur un système de trading, c'est d'avoir des objectifs qui sont trop ambitieux. Pareil en clientèle, quand je pose la question de l'objectif, qui est pour moi une question cruciale, hein, un objectif, on va dire, mensuel, annuel, en dehors de l'objectif par trade, donc du target, qui va dépendre, qui va être très variable d'une stratégie à une autre, voilà, donc là, j'ai pas forcément d'avis, en tout cas pas là maintenant, mais sur un objectif global par rapport à un système de trading, ça me rappelle un client que j'ai eu récemment qui me dit bon, ouais, voilà, alors au niveau de l'objectif, j'ai lu vos articles, j'ai conscience qu'il faut avoir un objectif pas trop ambitieux. Bon, j'avais un objectif à 10% par mois, je l'ai baissé à 5%. Ok, donc no comment, évidemment, quelqu'un qui a un objectif de 10% par mois, donc de faire 120% par an, évidemment, à un moment donné, il y a toute une partie de lui qui se rend compte que ça ne peut être possible, avec tout le conditionnel qui s'impose dans cette phrase, qu'en prenant des risques faramineux. Voilà, et donc une gestion qui est carrément borderline. Ensuite, l'impatience sur la gestion, ça va vous empêcher de prendre du recul sur des résultats immédiats et d'avoir évidemment une réactivité forte. Un état d'esprit impatient ou des réactions impulsives, en fait, vous ferme la porte à une idée qui me semble très 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 importante. C'est une idée de proactivité et non de réactivité, c'est-à-dire d'avoir le courage à un moment donné, la pugnacité, la patience, l'envie, la motivation, peu importe quel mot vous mettez derrière, mais de créer des ressources, un système de trading et une approche qui puisse être gagnante, et donc de travailler en amont des trades, plus que de travailler sur les trades proprement dit. Et donc d'être proactif et non réactif. Quelqu'un qui est impatient, par nature, par effet domino et de manière quasi systématique, est quelqu'un de réactif. Et du coup, forcément, qui va tomber dans des dérives émotionnelles. Et donc, voilà, une forte vulnérabilité face à des instincts primaires tels que la lutte, donc je casse, ou la dominance, donc j'ai tous les droits. Voilà, donc, que faire ? Parce que je ne suis pas qu'un oiseau de mauvais augure qui amène des mauvaises nouvelles. Je vais essayer de vous amener quelques pistes de travail et quelques solutions, entre guillemets, même si c'est un petit peu présomptueux de penser vous amener des solutions en une demi-heure de webinaire. Mais la première chose, c'est de travailler sur votre état d'esprit. C'est ce que j'ai essayé de faire là depuis une demi-heure, c'est de vous aider à comprendre et à décortiquer les motivations de l'impatient.
et du coup de les accepter parce que ça fait partie de vous, parce que les accepter va aussi vous permettre de les traiter et d'agir en conséquence. Je veux dire, être dans cette espèce d'idée absolument binaire et forcée, voilà, il faut être patient, tac, voilà, il faut être patient, sans chercher à comprendre, en cherchant à y aller avec la violence, ça marche pas, ça marche pour personne. Et à un moment donné, devenir patient, c'est un choix, c'est un choix avant toute chose, et c'est un choix qui est difficile. Difficile pour quelqu'un qui va être, par exemple, dans la dominance, pour quelqu'un qui va avoir une facette de personnalité compétiteur ou animateur. C'est vraiment un choix qui est compliqué pour une raison extrêmement simple. C'est que la nature humaine, d'ailleurs c'est pas pour rien si on utilise le mot nature, c'est tout un écosystème. Et votre impatience est lié à plein d'autres choses. Et le tout fonctionne plus ou moins bien selon les personnes, mais le tout tient debout. La preuve, vous êtes là en train de m'écouter. Et donc, quand vous touchez on va dire à une partie de cet écosystème, et ben il y a l'ensemble de la nature donc qui s'en trouve plus ou moins modifié, et c'est pour ça que c'est compliqué, et c'est pour ça aussi que ça sert absolument à rien, je veux dire, d'essayer de se taper la tête contre les murs en disant voilà, je vais devenir patient, mais pourquoi j'ai été aussi impulsif, ou la personne s'en veut, ça sert absolument à rien. Donc, il y a il y a plusieurs pistes de travail. Le premier, c'est dans la prise de conscience, et donc j'ai noté, c'est l'exercice du Pack Aventure, qui est un exercice de neurocognitivisme, qui est de se poser alternativement 4 questions. Donc, quels sont les avantages de la patience ? Ça, vous n'allez pas avoir beaucoup de mal à y répondre. Quels sont les inconvénients de l'impatience, pardon. Ça aussi, vous allez avoir beaucoup d'idées à y mettre. Les 2 suivantes sont un peu plus compliquées. Quels sont les inconvénients de la patience ? Et quels sont les avantages de l'impatience ? Donc c'est le traditionnel tableau des plus et des moins. Et alors l'utilité de cet exercice du Pack Aventure, c'est de regarder vos comportements et votre état d'esprit sous différents points de vue. Et du coup de le nuancer, où on n'est plus dans la diabolisation de la confiance, mais où on est dans une analyse du phénomène. Voilà donc pour la première piste de travail. Ensuite, le deuxième, c'est une piste de travail qui est plus comportementale, qui est de tenter de développer votre acuité et certaines habitudes. Donc, de manière assez simple à donner comme ça en webinaire. Le premier, vous allez aimer la question qui va vous parler en tant que trader en compte propre ou professionnel, c'est quels sont les indicateurs de l'impatience chez vous. Donc il y a certainement des indicateurs physiques, notamment par le biais de sensations corporelles. Par exemple, quelqu'un qui va être impulsif à cause d'un réflexe de fuite, donc impulsif en cas de stress. Eh bien, physiquement, il va avoir tendance à ressentir des petits fourmillements dans les jambes, notamment s'il est assis devant sa station, pour une raison extrêmement simple, c'est que le réflexe de fuite va mobiliser le corps à la course, et donc, physiquement, on va avoir un afflux sanguin dans les jambes. Et si on est assis, a fortiori depuis un moment, eh bien, ça fait des picotements dans les jambes. Quelqu'un qui va avoir un réflexe de lutte, donc je casse, va physiquement ressentir une tension au niveau des trapèzes, au niveau de la mâchoire. Il va avoir un petit peu chaud dans la partie haute du visage, pour cette même raison qu'il y a un afflux sanguin, mais cette fois-ci dans le haut du visage, pour le préparer au combat. Voilà donc pour les sensations corporelles. Ensuite, quels sont les indicateurs cognitifs ? Donc, quelles sont les pensées que vous avez naturellement, instinctivement, quand vous rentrez dans un réflexe d'impulsivité ou quand vous êtes impatient. Et n'hésitez pas de prendre des notes et justement de développer une attention par rapport à ça. Ou quand vous êtes devant votre station, que vous sentez qu'il y a ce type de pensée qui vient, ou là vous vous dites, ou là ça peut être un ancrage, ça peut être un marqueur de dire tiens, là c'est plus
forcément mon analyse qui parle, mais c'est mon envie d'agir, mon besoin d'agir, mon besoin de sécurité. Et enfin, ce sont les indicateurs émotionnels, donc quel va être le ressenti. Globalement, les émotions qui sont liées à l'impulsivité ou à l'impatience, c'est avant tout la colère, donc une forme de colère, et la peur. La peur notamment par rapport à ce rapport à la sécurité. Et donc, quand vous avez choisissez le mieux évidemment, c'est de parvenir à avoir une acuité au niveau de ces trois pôles, donc physique, pensée et émotion. Mais quand vous ressentez qu'il y a un de ces indicateurs qui est là, eh bien, faut vous forcer, et ça je l'ai déjà dit, c'est un choix, il n'y a que vous qui puissiez faire ce choix, vous forcez à ne rien faire pendant au minimum 90 secondes. Et alors si 90 secondes ça vous paraît absolument inatteignable, c'est pas grave, vous comptez, j'imagine que vous savez le faire. Voilà pour la piste comportementale. Après, il y a des actions qui peuvent être menées sur vos outils de trading. Alors là, je sens peut-être si j'en avais perdu quelques-uns, je vais les récupérer. Donc avec des outils d'entrée. Donc la première chose, déjà, avant même de mettre en place des outils type des alarmes, c'est évidemment de clarifier les configurations de marché qui vont être propices. Je le disais tout à l'heure, quand vous attendez devant un marché alors que la configuration à la base n'est pas propice à vous donner un signal d'entrée, vous entamez votre capital émotionnel et du coup vous vous fragilisez potentiellement pour la suite. Donc vous devez clarifier les configurations graphiques que vous recherchez pour avoir un point d'entrée qualitatif. Ensuite, c'est toutes les notions de news ou les configurations fondamentales. Par exemple, est-ce que vous vous êtes posé la question si dans votre stratégie, vous devez opérer quand il y a un FP ou quand il y a une news importante par rapport à votre marché, oui, non, et agir en conséquence. Et ensuite, c'est la mise en place donc au niveau informatique de filtres. Là, je ne vais pas trop rentrer dans cette question parce que ça dépend un petit peu des plateformes, des stratégies, mais de mettre en place des filtres, que ce soit visuels ou sonores, pour pouvoir facilement identifier que la configuration de marché est propice à votre système. Donc ensuite, évidemment, c'est de clarifier le signal d'entrée. Il faut que vous sachiez clairement ce que vous cherchez. Si ce que vous cherchez est approximatif, votre entrée sera fatalement approximative aussi. Je veux dire, on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre, quoi. Si vous ne savez pas ce que vous attendez, il y a peu de chances que vous le trouviez. Et donc ça passe évidemment par la clarification d'un système d'entrée, et ça peut passer aussi par la mise en place systématique d'une checklist. Un petit peu comme les conducteurs de Boeing qui vont tout checker avant de pouvoir décoller. Et donc ensuite, j'en parlais déjà rapidement, c'est la mise en place d'alarmes sonores, d'alarmes si vous êtes sur des échelles de temps larges, donc en swing potentiellement par SMS. La mise en place d'alarmes que vous n'ayez pas à attendre. Parce que les exercices cognitifs et comportementaux pour être plus patient, c'est bien joli, et je suis là, vous comprenez bien par rapport au métier que je développe depuis maintenant plus de 4 ans, je suis absolument convaincue de la nécessité de travailler le côté psychologique et comportemental, mais en même temps on serait fou ou je sais pas, ou masochiste de se passer d'outils concrets et pragmatiques pour nous faciliter la vie. C'est quand même, on serait bête de s'en priver. Donc la mise en place d'alarmes sous quelque forme que ce soit. Donc ensuite, au niveau des outils de sortie, même combat que pour l'entrée, connaître le niveau de sortie et la configuration de marché qui va invalider votre scénario lorsque vous êtes en perte
que ce soit très clair pour vous que quand il y a telle configuration d'indicateur, quand on arrive sur tel niveau de prix, sur telle figure chartistique, si vous êtes sur ce type d'analyse, eh bien à ce moment-là, il faut sortir, quel que soit le niveau de perte. Donc ça passe évidemment par la clarification d'un système de trading. Ensuite, c'est d'établir une politique de gestion qui va correspondre à la fois à votre personnalité, à votre stratégie et à la typologie du marché. Je note, cette politique de gestion doit pouvoir être gagnante. Alors, je défonce une porte ouverte, je sais, mais j'ai vu trop de personnes qui, à un moment donné, avaient une politique de gestion où quand on met en face le pourcentage de trades gagnants et le payoff ratio, où c'est juste pas possible que ce soit gagnant. Donc évidemment, comment ne pas tomber dans des dérives impulsives quand on a une politique de gestion qui n'a pas la possibilité de nous rémunérer, voilà, c'est évident. Et enfin, c'est de renforcer la confiance légitime que vous avez dans ce système, que ce soit un système d'entrée ou de gestion, par le biais de tests et d'analyses. Analyse du passé, donc peut-être même avant que vous ayez mis en place ce système, par le biais donc soit si vous avez très peu de compétences informatiques, par la validation des signaux de façon quasi manuelle, soit avec des outils qui permettent de faire des backtests fiables. Et à ce sujet, entre parenthèses, je vais y revenir à la fin de la présentation parce que justement, on va donner une formation là-dessus en collaboration avec d'autres traders en fin septembre. Mais faire des backtests valables demande toute une méthode de travail et demande des outils d'analyse du passé qui sont à la fois efficients et spécifiques. Voilà, j'ai fini pour ma présentation générale. Vous avez donc sur ce slide les différents réseaux sociaux où je suis présente. Et donc, avant de vous poser les questions, j'ai déjà commencé à l'aborder. J'en profite pour faire une petite page de pub. Ding, ding, ding. C'est la page pub. Parce que j'organise un séminaire de formation pendant 3 jours, donc sur fin septembre. Alors je vous disais, donc on est plusieurs à intervenir. On intervient chacun dans notre spécialité. Donc moi évidemment sur la psychologie, et donc je réalise avant la formation le profilage personnel de chaque participant, et ensuite je prends une journée pour expliquer l'impact des différents instincts sur notre trading, les moyens de s'en prévenir avec du travail comportemental. Ensuite, le deuxième jour, donc Olivier Poiré, pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez que ce n'est autre que mon frère. Donc il a accepté enfin d'intervenir avec moi en séminaire pour pouvoir expliquer comment valider une stratégie concrètement, comment renforcer votre confiance légitime dans cette stratégie avec une méthode d'analyse de système avec différents degrés de complexité et d'analyse. Et enfin, donc il y a un troisième copain, donc qui est Nicolas Aleski du site Trading Lab, qui intervient le 3e jour pour vous donner des outils de gestion automatisés et personnalisables, et donc pour mettre à votre disposition toute une bibliothèque d'experts voilà, qui vous seront utiles dans le calcul automatique de l'exposition et dans la gestion de vos trades. Et donc ça, ce sera fin septembre. Je vous invite à aller voir donc sur Neurotrading dans la rubrique Formez-vous avec donc la formation en salle à Paris. Alors pourquoi je la pousse? Évidemment parce qu'on fait ça fin septembre et on est déjà le 11. Donc voilà. Donc je vais vous demander maintenant quelques, je sais pas, secondes, minutes, que je puisse regarder les questions qui m'ont été envoyées au fur et à mesure, puisqu'on a encore 10 minutes, un quart d'heure, pour que je puisse éventuellement répondre à des questions s'il y en a.
Donc son impeccable et très belle voix, merci. Tac. Ok. Donc ça c'était au départ. L'image est floue. Ah, bon bah écoutez, ouais, moi chez moi l'image est bonne, donc je ne sais pas quoi vous dire. Oui, alors Luc écrit c'est plus dur de gérer son impatience avec une position ouverte. Voilà, donc je partage cette constatation. Donc oui, c'est certain que c'est plus dur avec une position ouverte pour une raison extrêmement simple, c'est qu'à ce moment-là, vous êtes exposé. Donc si on revient au rez-de-chaussée un petit peu de notre bâtiment, donc le territoire reptilien, lorsque la position est ouverte, évidemment, vous êtes beaucoup plus réactif, puisque le danger de perdre de l'argent est réel. Et donc de rentrer dans des réflexes donc de fuite, je me casse, de lutte, je casse, ou d'inhibition, je suis cassé. Ok, voilà, j'espère vous avoir répondu, Luc. Ah, vous êtes sympa, vous dites que c'est pas grave les coquilles. Ouais, bon, c'est mieux quand il n'y en a pas quand même. Ok. Donc j'ai beaucoup de messages de félicitations. Bah écoutez, ça fait plaisir. Ça tombe bien parce que ça va être toutes les semaines, alors autant que ce soit un petit peu... autant que ce soit pas trop lourd. Est-ce que je travaille avec des lits FX depuis longtemps demande Nicolas. Alors je travaille avec des lits FX depuis aujourd'hui. Voilà, donc c'est le premier. Tac. Ouais, donc... est-ce que alors on me demande, est-ce que certaines facettes de personnalité sont privilégiées, sont avantagées, oui pardon, en trading et d'autres qui ne devraient pas s'y intéresser. C'est compliqué c'est une question qui est intéressante et donc c'est la dernière que je vais prendre. Laissez-moi réfléchir 2 secondes sur la manière dont je vais articuler ma réponse. C'est compliqué de répondre à cette question parce que, comme je vous le disais, un individu, c'est un écosystème global. Et donc, plus important que la facette en elle-même, ce qui est très important, c'est toutes les interactions que les différents instincts ou les différentes facettes vont entretenir entre elles. Je vous parlais là par rapport à l'impatience du compétiteur. Donc du compétiteur qui, en termes de patience, est clairement affaibli. Affaibli. Il part un petit peu perdant parce que c'est pas une facette de personnalité qui est patiente. D'un autre côté, le compétiteur, si on voit le verre à moitié plein, le compétiteur est extrêmement pugnace. Donc il va savoir rebondir après un échec. Donc ça c'est pour les points positifs sur une facette. Ensuite ce compétiteur, il n'est pas uniquement compétiteur. La personne qui a une facette de compétiteur a aussi une autre facette. Par exemple, quelqu'un qui va être à la fois compétiteur et gestionnaire. Donc un gestionnaire c'est quelqu'un qui est assez perfectionniste. C'est une facette de personnalité qui est perfectionniste, qui a un certain goût pour la routine, pour les standards, et du coup ces deux facettes vont interagir en même temps dans une personne. Et donc la question, plus que de savoir s'il y a des personnalités qui vont être avantagées en trading, c'est vraiment d'étudier l'écosystème global. C'est d'ailleurs ce que je fais dans les entretiens de profilage que je fais avec les traders. C'est pas de prendre vraiment chaque niveau un par un et de les étudier de manière, on va dire, hermétique, parce que tout est poreux. Et
voilà, donc c'est un petit peu une réponse de Normand, je le sais, mais malheureusement, il n'y a pas de facette, enfin, il n'y a pas de personnalité qui soit proprement avantagée. J'ai envie de dire, par contre, donc dans les 8 facettes globales, il y en a 4 qui sont des facettes qu'on dit dites individualistes, qui sont le philosophe, le novateur, l'animateur et le gestionnaire, donc qui n'ont pas besoin d'avoir beaucoup de contacts sociaux, de contacts relationnels et qui s'épanouissent dans un travail solitaire. Donc là, j'ai envie de dire, d'une certaine manière, ils sont privilégiés par rapport aux 4 autres facettes qui sont des facettes profondément relationnelles, qui sont donc le stratège, le compétiteur, le participatif et le solidaire, pour ceux qui connaîtraient mon modèle. Donc Odile qui me dit « Heureusement, on vous a collé le vendredi à 16h ». Alors, je voudrais savoir si c'est... je le partage parce que du coup ça me fait rigoler. Je dois le prendre comment? Bien ou mal? Puis on va finir là-dessus. Si Odile me répond qu'il faut le prendre mal parce que c'était vraiment trop chiant, du coup... je vous dirai qu'elle n'a pas répondu en fait. Hein, voilà, puis on va terminer là-dessus. Voilà, donc si vous avez des questions, je vous invite à les poser donc sur le forum de DailyFX que je regarderai assez régulièrement. Dans la file vidéo éducative. Voilà. Et donc Odile ne me répond pas. Bon, très bien. Et donc ce webinaire sera retransmis, je pense très rapidement, peut-être même dans les minutes qui viennent. Sur ma chaîne YouTube et sur celle de DailyFX s'ils veulent bien me mettre dans la playlist des vidéos qu'ils like. Voilà. Je vous souhaite un bon week-end donc exceptionnellement il n'y aura pas de webinaire vendredi prochain. Je sais qu'on commence par l'exception, mais j'avais déjà prévu de faire partie, donc je fais une intervention au salon du trading de Paris et donc une intervention qui va être assez globale sur la gestion du stress en trading. C'est donc au salon du trading le vendredi 18, donc je ne pourrai pas être la semaine prochaine à cette même place pour le webinaire. J'y serai par contre le vendredi suivant et probablement la grande majorité des autres. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne fin de journée.